Voilà, donc merci pour votre patience. L'enregistreur marche. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Donc c'est notre dernière conférence de l'année. Et on se d'octobre pour une conférence sur la mémoire de alors je me souviens plus exactement de la date, mais c'est tout à fait au début du mois d'octobre. Hein. Déjà les mémoires de 2023, gracieusement, peut-être les derniers mémoires de la fédération. Que non, on va essayer de faire que ça puisse continuer, mais bon, c'est encore assez hypothétique. Alors, je remercie Jean-Christophe Dumas qui a codé tous les articles, qui a coordonné la relais, qui n'a oublié que les mémoires de la fédération, il paraît. Un plaisir, M. Philippe. Alors, M. Philippe, bon, il est local, il habite à Chéry-Pouilly, et il a beaucoup qui se trouve à Autremoncourt, dans le département de l'année des Cassins. Alors, je vais lui laisser la parole, hein, et puis je le remercie d'être venu nous parler de son travail et des carnets donc, de Susan Beck. Merci. À toutes et à tous, merci à la Société de nous permettre de vous présenter les carnets de Susan Beck. Le carnet raconte une complet de... Voilà. Alors, c'est par le rapport qu'on a fait Jean Marquisé, qui était aussi un diariste, qui a repris il a publié après la guerre des Saint-Quentin, et on peut aussi citer Landouzy à Montcornet, qui a fait ce genre de documents. Il s'agit de notes journalières qui n'ont jamais été faites pour être publiées, qui ont été retrouvées, et on est donc devant un document d'époque et qui nous permet de découvrir cette période. Alors l'occupation quand on nous parle d'occupation, en règle générale, et même plus, on pense systématiquement à l'occupation de 40-45, 40-44. Ça semble assez naturel dans la mesure où, à cette époque, tout le territoire français était occupé. Mais on pense rarement à l'occupation de la guerre 14-18. En fait, l'occupation de 1940 comme celle de 1815 non du tout piller un territoire. Alors, on pense systématiquement, quand on parle d'occupation à celle de 40, mais elle aussi de 1902, qui un autre de 1900. Le premier, on va voir sur Dailymotion, quelques extraits sur YouTube. Ces deux films très anciens et à voir, aucun film, téléfilm, aucune série télévisée qui s'est inspirée de cette occupation. C'est pourtant une période bien documentée. On a dès 1925 un professeur de lycée, Georges Robert, un ouvrage très complet sur l'occupation qui fait toujours référence à 1925. Il y a un grand vide. Il faut attendre qu'un ouvrage soit consacré à cette période. C'est Annette Becker qui a remis en de cette période, avec un ouvrage qui était justement intéressant et dans lequel elle s'attardait principalement sur les populations, le sort des populations civiles et des prisonniers de guerre. Depuis, les historiens se sont penchés sur cette période, beaucoup d'historiens se sont penchés sur cette période, et la période c'est devenu un sujet d'étude pour les futurs historiens. Alors, les carnets de Susan Beck conservés à l'Histo-Péronne, moi je suis plutôt qu'elle en a écrit 15, et ils ont été versés par la petite fille de Susan Beck à l'historial de Péronne. Elle en avait fait aussi une version dactylographiée qui a servi
qu'en a fait les deux historiens qui s'en sont servis pour leur publication, Philippe Saxon et Annette Becker pour un autre ouvrage. Et donc ils sont servis de cette publication dactylographie. C'est l'ouvrage que j'ai fait publier, donc c'est cette version dactylographiée, relue, c'est-à-dire qu'on a relu tout le texte pour et il a été annoté. Donc ces carnets, vous en avez un exemple sur la photo. Donc c'est les deux premiers qui étaient sur des carnets en papier quadrillé, donc ils devaient être des vrais carnets. Les autres sont fabriqués par Suzanne Beck. Elle prenait 25 feuilles blanches, elle les pliait en deux, elle mettait une ficelle et reliée à une couverture de cahier d'écolier. Donc des carnets qu'elle faisait elle-même, qu'elle cachait dans son oreiller, sans crainte apparemment à faire ce travail qui sur Serre s'est fait écrit, et donc a été condamné pour ça, mis en prison et envoyé au camp de Holzminden en Allemagne. Elle a arrêté d'écrire pendant 3 mois. En fait, elle a été malade 3 mois. Et au moment de reprendre son écriture, elle dit « j'ai attendu parce que je craignais un peu de reprendre ça ». Mais autrement, à ce niveau-là, elle pouvait en avoir parce que, en fait, dans son récit, elle est très précise. Dans la rue ou dans la ville de Crécy. Et pour ses mouvements de troupes, elle cite toujours le nom et le numéro des régiments. Donc elle aurait pu, pour cela, être condamnée pour espionnage. Donc, pourquoi elle écrivait ses carnets aussi, hein. Alors, elle le dit elle-même, donc c'est intéressant de se pencher sur ce problème-là. Elle dit à un moment qu'elle écrit pour se distraire. Et c'est vraiment la raison de son écriture. Elle a besoin de se distraire d'un quotidien qui l'écrase. Elle n'aurait pas été capable de supporter tout ce qu'elle a supporté si elle n'avait pas eu l'écriture pour se défouler un peu. Hein, voilà. Donc, ce sont des écrits donc, du fort intérieur. Hein, ça n'a jamais été écrit pour être publié. Alors, on va se pencher un petit peu, avant de revenir au carnet, sur la personnalité de la dame. Hein, donc, c'est une bourgeoise protestante dont les parents étaient marchands au Petit Montrouge, donc un quartier de Paris, 14e je crois, qui venait d'être séparé de la commune de Montrouge. Et donc son père avait repris un commerce de vin et d'alcool de son beau-père, et donc ils étaient parisiens. La fratrie comptait 5 enfants, elle était la seule fille, c'était la seconde, et tous les enfants sont nés à Montrouge, sauf elle qui est née à Genève. Alors, c'est pas pour rien qu'elle est née à Genève, elle est née à Genève en novembre 1870, pendant le siège de Paris. En fait, la famille, pour des raisons qu'ils ont oubliées, se trouvait dans de la famille à Genève pendant le siège de Paris, sans qu'on puisse savoir si c'était parce qu'ils étaient partis en vacances là-bas, qui serait peu probable, ou s'ils s'étaient réfugiés pour échapper à ça. Donc, son père était, Élie Balland, était ami avec d'autres familles protestantes, c'est important, donc la famille Beck et la famille Steg. Alors, la famille Beck, j'y reviendrai, la famille Steg, j'y reviendrai probablement pas. C'est une famille d'hommes politiques. Monsieur Steg était un pasteur protestant, mais il était aussi un élu de la nation. Et
un de ses enfants, Théodore Steg, a été pendant 10 ans ministre plusieurs fois de suite. Et Suzanne Beck en parle dans son ouvrage au moment où, à la fin de la guerre, avant que Clémenceau soit président du Conseil, les deux gouvernements d'avant, Théodore Steg était une première fois ministre de l'Éducation nationale et une deuxième fois ministre de l'Intérieur. Puis il sera après ministre jusqu'en 1930. Il a même été président du Conseil pendant quelques mois. Donc c'est un ami de la famille et quand elle en parle dans son livre, elle en parle une fois, elle dit Théodore est au gouvernement. Par rapport à M. Steg, c'est Théodore, donc un ami de la famille. Alors effectivement, ces trois familles avaient des chaumières en Seine-Maritime, dans le même bourg, dans le même village, Bourdin, ça s'appelle Bourdin, et ils se réunissaient fréquemment ensemble, et donc ces trois familles ayant des enfants du même âge, ça a donné lieu à des unions entre toutes ces familles. Fanny Beck s'est mariée avec Louis Steg, qui était ambassadeur à Salonique. Donc Salonique, à l'époque où il était ambassadeur, c'était une ville de l'Empire ottoman. Suzanne Beck s'est mariée avec Suzanne Malan s'est mariée avec Ernest Beck, et Henri Malan s'est marié avec Jeanne Beck. Alors, Henri Malan était gouverneur du Dahomey. Pour vous situer un peu donc ce sont des familles on dirait de la grande bourgeoisie protestante. Ernest Beck l'a photographié dans le jardin de la Perception de Plessis-sur-Cère, était lui aussi donc un protestant. Son père Théodore a quitté l'Alsace en 1880 au moment où il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas garder la nationalité française. Donc il quitte l'Alsace pour revenir à Paris et il était pasteur et il devient professeur d'allemand à l'école alsacienne. Alors l'école alsacienne, c'est une école parisienne, donc laïque, qui avait été fondée quelques années auparavant par son compatriote Frédéric Rieder. Et en fait, Théodore Beck, ça s'appelle aussi Théodore, comme Théodore Steg, Théodore Beck est devenu assez rapidement directeur de l'école alsacienne. Il va être directeur de cette école pendant 30 ans, et c'est lui qui va la rendre célèbre, qui va la rendre célèbre. Donc, Ernest Beck est allé à l'école de son père, et pour la petite histoire locale, il y était avec Ernest Gadot. Alors Ernest Gadot, ça doit parler à certains d'entre vous, hein, c'était un conseiller général du canton de Rozoy-sur-Cère, mais aussi le député de la circonscription de Laon au moment de la guerre, et juste après. Donc il est à l'école. Et après, Ernest Beck est rentré à l'école coloniale. Alors l'école coloniale a ouvert en 1889 pour former les administrateurs des colonies. Hein, c'est la grande époque des colonies françaises. Et donc il a été de la première promotion de l'école coloniale avec son beau-frère Henri Malan. En fait, tous les deux étaient administrateurs. Hein. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure pour vous dire qu'il avait été gouverneur du Dahomey. Alors, Ernest et Suzanne se marient en 1896. Donc, il était déjà, depuis 3 ans, administrateur en Cochinchine. Donc, c'est le sud de l'Indochine. Il se marie en 1896 et la famille, enfin, avec son épouse, ils s'en vont, ils retournent en Cochinchine. Donc, c'est un mois de voyage en bateau. Leurs 2 premiers enfants naissent là-bas. Jean, qui va être le compagnon de Suzanne pendant toute la période de l'occupation. Le fils aîné est né en
97 à Taïmin, en Cochinchine, et la fille qui a suivi en 98 est née à Saigon. Ernest est tombé malade, il a attrapé le paludisme, comme beaucoup de Français qui partaient là-bas aux colonies. La Cochinchine, c'est une région très marécageuse, infestée de moustiques et de thon. Donc il avait attrapé le paludisme, et donc à l'occasion d'un congé régulier en 1899, il rentre en France, il prolonge d'un congé de convalescence, et c'est là qu'est leur troisième enfant, Raymond, à Montrouge. Donc Raymond va se retrouver avec sa mère à Crécy-sur-Cère, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est leur troisième enfant. En 1901, il retourne en Indochine, mais cette fois il est nommé au Tonkin, donc tout à fait au nord de l'Indochine. Mais bon, le paludisme continue, enfin les fièvres paludistes continuent à le ronger, et en 1903, il demande un congé de convalescence, et dans la foulée, il démissionne. Donc il rentre en France, il travaille dans une usine de cannes et de parapluies, et il rentre en France. Mais en fait, son métier lui plaît beaucoup, puisque en 1903, il demande à retourner aux colonies, et il est envoyé en Oumangui-Chari, donc en Afrique cette fois. C'est une colonie qui venait d'être fondée, qui s'appelait le Congo français, et qui regroupait le Tchad, l'Oumangui-Chari et une partie du Congo. Donc il est nommé là-bas, mais vous imaginez facilement que cette nomination en pleine forêt équatoriale ne va pas arranger sa santé. Et en 1910, il est obligé de rentrer en France pour se faire soigner. Il reste 2 ans à la Bourboule, et il finit par... il retourne en Oumangui-Chari, et en 1912, il démissionne, et il rentre en France. Donc ses qualités d'administrateur colonial lui permettent de postuler à un poste de percepteur, et c'est comme ça qu'il se retrouve en avril 1912, percepteur à Crécy-sur-Cère. Voilà, alors la famille débarque à Crécy-sur-Cère. Donc pour ceux qui connaissent le village, donc c'est la rue principale, c'est pas le grand canal de Venise, mais c'est l'inondation de 1913. Donc c'est important puisque la famille y était déjà, et la perception se trouve ici, dans une maison qui existe toujours, et on voit des enfants aux fenêtres, des gens aux fenêtres qui doivent être donc des gens de la famille Beck. Donc au moment où la guerre éclate, Ernest est parti à Paris avec sa fille pour se faire soigner. Donc je crois de mémoire qu'il est parti au mois d'avril, et au moment donc, où les Allemands arrivent, le 31 août, 1er septembre, Suzanne, qui va sur 44 ans, c'est important de resituer les âges du moment de l'invasion, elle se retrouve seule avec son fils aîné qui a 17 ans, et le dernier, le Benjamin, qui a 13 ans. Elle se retrouve seule à Crécy-sur-Cère. Alors, c'est la guerre, madame, c'est le titre que j'ai donné au livre. C'est une expression que Suzanne Beck reprend très fréquemment dans l'ouvrage. En fait, c'est une phrase dite régulièrement par les officiers allemands pour couvrir les exactions des soldats. Quand les gens les plaignent parce qu'on avait pillé le jardin, c'est la guerre, madame. Quand un soldat avait brutalisé une personne qui travaillait au champ, c'est la guerre, madame. Enfin, c'était un peu la manière des officiers de se dédouaner de tout ce qui se passait. Mais en fait, c'est bien de la guerre dont elle nous parle, Suzanne Beck, dans sa relation. Elle nous parle d'une guerre de gens sans armes face à un occupant implacable. Voilà.
le découvrir petit à petit. Sur la photo, là, vous voyez des soldats de la commandanture de Crécy, hein, sans armes. Il y en a un qui a un bâton. Donc ça fait partie des pages de ce livre, hein, en fait, les Cressois qui vont travailler avec des surveillants qui ont des bâtons, qui tapent de la baïonnette sur les reins des gens. Alors, Suzanne Beck a aussi beaucoup d'humour. Alors, c'est un humour, je vais dire à la protestante, je pense que ça ne veut peut-être rien dire du tout, mais le livre est ponctué de touches d'humour. Je pense en avoir écrit une là sur le côté de la photo. À une occasion, à loger des soldats allemands, il y en a un qui prend son fils pour un officier. Je ne sais pas quel tenue il avait. Donc il se met au garde à vous pour laisser passer Jean Beck et laisser descendre. Et après, le soldat voit Madame Beck et Jean dans la cour en train de scier du bois. Donc elle écrit dans son carnet, le soldat a dû se dire il est vraiment bien avec la patronne, l'officier, et la touche d'humour, c'est la dame, elle est un peu mûre. Hein. Voilà. C'est l'humour de Suzanne Beck. Alors, première chose importante par rapport à l'occupation, c'est un événement assez surprenant. Au mois de juin 1915, elle écrit 2 lettres à sa mère, elle les met dans des bouteilles, et son fils va les jeter dans la Seine. Alors c'est vraiment un événement surprenant, parce qu'elle-même, elle dit, ils n'arriveront jamais. Et la Seine, pour arriver au front, il y a 60 km de méandres, hein, il y a des barrages. Donc il est évident que les bouteilles, elles ne vont jamais arriver en territoire occupé par les Français. Mais en fait, c'est un événement significatif de la détresse dans laquelle elle se trouve. Parce qu'elle est intelligente, elle ne fait pas ça gratuitement. Elle est complètement désespérée. Ça fait, depuis le début de la guerre, elle écrit à sa famille, elle envoie des lettres par tous les moyens. Elle ne sait pas si ces lettres sont arrivées, et elle n'a reçu aucune nouvelle. Donc, ça la mine complètement. Hein, elle a quand même sa fille qui est partie, son mari ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Et de désespoir, elle écrit ces 2 lettres. Mais ça nous fait penser du même coup qu'effectivement, elle était comme les occupés étaient comme des prisonniers sur une île déserte. En fait, les Cressois et tous les 2 500 000 habitants des 10 départements occupés se trouvaient complètement isolés de la nation par une mer de barbelés et de tranchées. Donc ils étaient isolés parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Ils étaient face à un ennemi implacable, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ils étaient seuls devant cet ennemi, il n'y avait personne pour les défendre, ils étaient mal nourris. Enfin bon, ils étaient complètement isolés de la nation. Et Suzanne Beck, en plus de ces facteurs d'isolement qu'elle partageait avec les autres, elle a accumulé d'autres facteurs d'isolement. D'abord, elle était une étrangère. Il n'y a que 2 ans qu'elle habitait dans le village. Et comme elle le dit elle-même, je ne suis qu'une étrangère au fond. Alors, elle est une étrangère au milieu de gens qu'elle ne comprend pas bien toujours, parce que c'est une Parisienne, et les Cressois sont des Picards. Hein, ils emploient encore beaucoup d'expressions, ils ont un accent, plus maintenant, mais à l'époque, et il y a des mots qu'elle ne comprend pas, enfin bref, c'était un facteur supplémentaire d'isolement. Autre facteur d'isolement très très important pour elle, c'est qu'elle n'avait pas de jardin, ni de verger, ni de poulailler, alors qu'à la campagne et dans les bourgs, à cette époque, tout le monde avait un jardin, les poules et un verger. La plupart des gens s'en occupaient eux-mêmes, mais les bourgeois qui ne s'occupaient pas de leur jardin, ils avaient un jardinier. Hein.
on le voit très bien dans le recensement de la population de 1906 de Crécy-sur-Serre, il y a une dizaine de jardiniers qui sont dans le village au service des bourgeois. Donc elle a au niveau de la nourriture un gros handicap qui va courir au fil des pages de ces carnets. Et autre facteur qui l'isole, c'est sa religion. Alors les protestants, et donc alors que la grande majorité des Cressoises vont à la messe, suivent les différentes cérémonies, elle n'y va jamais. Hein. Donc elle se retrouve un peu aussi isolée par le fait de sa religion. D'ailleurs, elle qualifie les Cressoises de bigotes. Alors, les carnets de Susan Beck. Je les compare des fois au boléro de Ravel, parce que, comme tous les diaristes, il y a un mode répétitif. Hein. Comme dans le boléro, on a un thème qui revient tout le temps. Alors, chez Susan Beck, c'est une construction de ces notes qui est originale, hein, mais qui lui est originale, mais qui traduit un peu sa situation. Alors, presque journellement, elle parle du bruit du canon. Donc c'est assez étonnant, il n'y a pas beaucoup de diaristes qui ont opéré comme ça. Alors c'est vrai qu'à Crécy, on n'est pas loin du front, 35 km du chemin des Dames, au début de la guerre, c'était assez calme, une soixantaine de kilomètres du front de la Somme, mais elle attendait le canon, y compris quand c'était dans la Marne ou en Artois. Donc elle parle du canon 800 fois, c'est-à-dire presque tous les jours. Autrement, dans ces carnets, elle parle systématiquement du passage des troupes, hein, de ce que font les Allemands dans Crécy. Hein. Donc, quand ils font rien, elle ne parle pas, mais autrement, elle en parle. Et puis, à côté de ça, il y a des thèmes qui reviennent assez régulièrement. La sonnette d'Allard, donc c'est le garde appariteur, hein, qui, presque tous les jours, venait faire les annonces de la commandanture dans les rues de Crécy. Elle parle aussi donc de son ravitaillement, hein, c'est ce qu'elle parle le plus habituellement, puis occasionnellement donc, de ses problèmes de chauffage et de ses problèmes de... Voilà, de ces différents problèmes. Non, j'arrive pas à lire, c'est pour ça que vous êtes au niveau de mes hésitations. Alors, on a dans ces carnets aussi, ce qui est assez important, c'est qu'elle ne raconte pas n'importe quoi. Elle raconte tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, donc elle nous le rapporte, hein, donc là c'est des fois fantaisistes, mais elle le sait. On sait quand on la lit qu'elle rapporte des choses fantaisistes. Elle rapporte ce qu'elle a lu. Elle n'invente rien. Les notes que j'ai faites dans le livre permettent de voir que quand elle parle de quelque chose, c'est référencé. Elle cite très très souvent la Gazette des Ardennes. Presque chaque fois j'ai réussi à retrouver l'article concerné, c'est toujours des citations fondées. Donc elle n'invente rien. Alors elle nous parle de quoi? Elle nous parle de la guerre. Alors elle parle de la guerre qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, hein, cette guerre des civils contre les occupants, mais elle nous parle aussi de la vraie guerre, ça l'intéresse. Elle veut savoir combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'elle va être libérée de tout ça. Donc elle fait tout pour savoir ce qui se passe. Hein. Donc elle lit le journal, hein, donc la Gazette des Ardennes, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle lit les journaux allemands, puisque son fils parle couramment allemand. Elle lit les affiches de la commandanture, puisque les bulletins de l'armée étaient affichés tous les jours, traduits sur place. Hein.
Donc, les habitants avaient, dans tous les villages, une affiche tous les jours qui leur donnait le bulletin de la veille que les Allemands traduisaient sur place. Et voilà pour ces... Alors, elle nous parle de la guerre, elle nous parle de la guerre en France, mais elle nous parle de la guerre partout, parce qu'elle a un esprit très ouvert. Donc on a des nouvelles de la Mésopotamie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Serbie, du Monténégro. Tout m'intéresse. Elle a l'esprit très, très ouvert. Alors, ça vient de son éducation. Hein. Ça vient elle a vécu toute sa vie en Indochine et en Afrique, donc elle sait que le monde est grand. Son frère a fait aussi plein de colonies, il a été à Madagascar, il a été gouverneur du Dahomey, après il va être gouverneur en Indochine, où il va mourir en 1912, de maladie aussi. Donc elle a une ouverture sur le monde et aussi par sa famille, parce que dans sa famille est d'origine italienne, elle vient du Piémont italien, c'est son grand-père qui est venu s'installer en France, et c'est une diaspora des familles protestantes de ces vallées turinoises. En fait, c'est des protestants vaudois, donc ils venaient de Lyon au départ, ils sont installés dans les vallées italiennes, et après l'occupation française du nord de l'Italie, il y a eu une grande diaspora des familles protestantes de cette région. Et les Malans sont partis, donc en Suisse, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la naissance de Suzanne, en Suisse, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Donc elle a une grande ouverture sur le monde. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, elle nous parle de l'assassinat du maréchal Eichhorn. C'est un truc qui ne vous dit rien. Ça ne dit rien absolument à personne. Alors c'était le gouverneur de l'Ukraine. Il s'est fait assassiner donc, juste après le traité de Brest-Litovsk. Les Allemands mettent un gouverneur en Ukraine et il y a un Ukrainien qui va assassiner le gouverneur de l'Ukraine. Donc elle nous parle de ça. Ça fait 2 lignes hein, dans la Gazette des Ardennes, dans un bas de page où c'est dernières nouvelles et il y a 2 lignes. Mais elle s'intéresse vraiment à tout. Alors, sur la... je me rapproche pour être sûr de ce... Oui. Alors, sur cette photo, qui est la plus mauvaise photo de toutes les photos que je vous présente, je m'attarde légèrement pour vous dire que c'est une photo qui a été prise de la fenêtre de l'appartement de la Perception. Donc, c'est une photo de la grande rue de Crécy, avec des Allemands qui défilent. Et donc, on a la maison du Bourrelier en face, la maison des amis de Suzanne Beck, les citernes qui étaient aux contributions indirectes, et la ferme Nick, où elle a eu des fois acheté son lait. Alors, pourquoi j'insiste sur cette photo? Simplement parce qu'on n'avait pas le droit de faire de photos. Donc c'est une photo assez unique, à très mauvaise qualité, mais il y a très peu de photos de l'occupation faites par les occupés. Les appareils photos, c'était interdit. Hein, et donc ça vient du fait que, je vous en parlais tout à l'heure, Jean Beck a travaillé avec le photographe de la commandanture. Voilà, alors on peut, dans ces carnets, on peut, il n'y a pas de plan, hein, c'est des carnets qui se succèdent, mais on peut voir des étapes importantes. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce qui est écrit, mais il y a une étape importante qui est l'installation d'une commandanture à Crécy-sur-Serre. Elle était à Saint-Richaumont, et elle vient à Crécy-sur-Serre au mois de juillet 1915, donc assez tardivement, mais ça a modifié complètement la vie des Cressois. Ils ont été obligés de balayer, ils ont eu un médecin sur place, enfin, ça a vraiment modifié leur vie. Il y avait une présence allemande beaucoup plus considérable qu'avant, où il y avait simplement une garde au pont sur la Serre. Donc c'est une étape importante. La deuxième, c'est le départ de Raymond. Hein. Donc Raymond, le fils,
partir en France. Donc ça me fait évoquer, j'y reviendrai pas, ces multiples convois qui ont permis de rapatrier 500 000 des 2 500 000 Français qui étaient en pays occupés. Alors, pour le premier convoi qui a été fait par les Allemands, il y a eu très peu de volontaires. Hein. Les gens ne voulaient pas partir, y compris à Crécy, parce qu'ils avaient peur qu'on pille leur maison. Ils voyaient ce que les Allemands avaient fait avec les maisons des habitants qui avaient quitté le village au début de la guerre. Donc il n'y avait pas beaucoup de volontaires et les Allemands ont fait partir dans le premier convoi beaucoup de filles et de femmes qui étaient malades pour ne pas contaminer les soldats et les gens indésirables. Et après, dans les autres convois, il y a eu de plus en plus de volontaires et après, tous ceux qui voulaient partir ne pouvaient pas partir. Donc c'est une deuxième étape importante. La troisième, c'est le recul du front en 1917, parce que ça a changé la vie en Crécy. Le Crécy s'est retrouvé en 1917 avec une distance du front de l'Ouest et du Sud. Donc 30-35 km du chemin des Dames, 30-35 km du front de la Somme. Le front était à l'affaire. Donc Crécy est devenu une ville de garnison et à partir de 1917, il y a des soldats allemands dans toutes les maisons. Donc c'est une étape importante. Et la dernière, c'est l'évacuation du village le 10 octobre 1918, au moment où les Allemands reculaient. Donc il y avait une ligne fortifiée qui avait été construite derrière la ligne qu'on appelle la ligne Hindenburg, donc qui passait devant Saint-Quentin et devant la Fère. Donc il y avait une ligne en arrière de ce front qui longeait la Serre jusque Rethel. Enfin, Rethel, c'est l'Aisne, mais je veux dire, ça longeait la Serre et après ça allait jusque Rethel. Et ça s'appelait la Hundingstellung. Et donc les Allemands savaient qu'ils allaient combattre sur la Hundingstellung, donc ils ont évacué tous les villages qui étaient aux alentours de la Hundingstellung. Donc, pour vous donner un exemple local, puisque vous connaissez tous bien le coin, Couvron a été évacué, Crépy n'a pas été évacué. C'est un peu la limite. Ils ont estimé que Crépy c'était suffisamment loin du front pour ne pas l'évacuer. Alors, la première, les carnets commencent le 22 octobre, et la première annotation, c'est suspension d'armes. Donc, en fait, il n'y avait pas de suspension d'armes. Mais je reviens là-dessus parce que jusqu'à temps que les habitants puissent lire des journaux, en fait, c'était les rumeurs qui servaient d'information. Donc on entendait tout et n'importe quoi. Donc elle nous le rapporte, tout ce qui arrive. Et il y a des choses qui ont aussi traversé tous les villages. Par exemple, la prise de Metz. Donc alors, elle dit que Metz a été prise, Strasbourg aussi, je crois. J'insiste sur la prise de Metz. Jean-Marc Pizet parle de la prise de Metz aussi. C'est quelque chose qui... les rumeurs allaient loin. Il y a eu, en fin de guerre, la rumeur autour de la mort de Poincaré, c'est rapporté aussi par tous les diaristes. Donc les Allemands se sont empressés très rapidement de donner de l'information en français aux habitants des pays occupés. Alors nous, on était à Laon, Crécy, c'était la 7e armée. Il y avait 3 rotatives à Laon, donc elles ont été réquisitionnées, et celles qui n'ont pas été envoyées en Allemagne ont servi à imprimer le journal de guerre. Donc c'était une version française du Kriegszeitung, le premier numéro est sorti le 22 octobre, donc en même date que le début des carnets de Suzenbeck, c'est pour ça que j'ai retenu. 22 octobre, le premier numéro donc, du journal de guerre, consultable aux archives départementales. Et jusqu'à la fin de l'année, il a été publié régulièrement. Les Allemands avaient un projet beaucoup plus ambitieux, c'était de mettre sur pied un journal pour l'ensemble du pays occupé. Donc ça sera la Gazette des Ardennes, du nom du seul département qui était occupé, et aussi du département qui était le siège du grand quartier général. Donc la région, tous les pays occupés en France étaient
gérés par les armées qui les occupaient, donc ici c'est la 7e armée, mais côté de Saint-Quentin ça devait être la 5e, si je ne me trompe pas, et tout ça sous l'autorité du grand quartier général de Mézières. Donc la Gazette des Ardennes, le premier numéro est imprimé à Rethel en 1er novembre 1915. Dès l'année suivante, vers le mois d'avril, ça a été imprimé à Charleville-Mézières. Et c'est un journal donc, qui était très bien écrit. Hein. Le rédacteur en chef est un Lorrain, un Allemand lorrain. Et c'est une écriture de qualité. Alors on y trouve des éditoriaux donc, qui justifient les positions d'Allemagne, évidemment, écrits dans un très bon français. On y trouve de multiples extraits des journaux français. Alors, bien entendu, c'est des morceaux choisis, hein, pour démoraliser tout le monde. Donc, on a beaucoup de Clemenceau, beaucoup d'Acambray. Alors, Acambray, c'était le député de la circonscription de Laon. C'est un ancien militaire qui habitait à la Serre, qui venait d'être élu député. Et en fait, à la Chambre, il a tenu souvent des discours qui étaient un petit peu opposés à ce qui se passait. Et donc, on trouve beaucoup de ces interventions dans la Gazette des Ardennes. M. Acambray. Et donc, à côté de ça, ce qui était plus important, c'était les communiqués. Alors, les gens dans les pays occupés avaient tous les jours, enfin, le jour de la publication du journal, le communiqué allemand et le communiqué français. Les Français n'avaient pas ça. Les communiqués allemands, il n'y avait pas de communiqué allemand dans les journaux français. Donc, il y avait une bonne information au niveau des communiqués qui était reproduit de manière honnête. Et à côté de ça, donc, il y avait une gazette régionale, des listes de prisonniers aussi, donc, pour un petit peu forcer les gens à acheter le journal. Quand les prisonniers en Allemagne, il y avait des listes complètes. Comme il y avait 375 000 prisonniers, ça permettait d'alimenter beaucoup de journaux. Nous on trouve aussi des rubriques de jardinage, de la publicité. Enfin, c'était un vrai journal. Mais c'était aussi une maison d'édition. Il y avait une publication illustrée qui était mensuelle, et il y avait des almanachs annuels, et aussi des livres qui étaient publiés. Donc, avec la publicité dans la Gazette des Armées. Des livres qu'on trouve assez facilement, encore aujourd'hui. Alors, la deuxième information que donne Schieselbeck au début de son écriture, c'est par rapport à l'indemnité de guerre. Alors, les indemnités de guerre, c'était quelque chose qui était prévu dans les conventions de la Haye. Hein, donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Les conventions de la Haye avaient prévu que les armées d'occupation, comme elles administraient le territoire, pouvaient lever l'impôt. Hein. Voilà, en gros. Hein. Donc, les Allemands l'ont fait. Donc, les contributions de guerre ont été partout un peu faites de la même manière. Donc, à Crécy, ça représentait 10 francs par habitant. Alors, 10 francs par habitant, ça ne nous dit plus grand-chose aujourd'hui. Donc, quand on compare aux impôts, aux recettes de la commune de Crécy-sur-Serre, donc il faut savoir qu'en 1913, les recettes correspondaient à 20 francs par habitant pour Crécy. C'était 10 francs, lever 10 francs par trimestre, c'était donc énorme, hein, déjà. Mais ça va durer comme ça jusqu'en 1916. En 1916, ça va doubler. En 1917, ça va être multiplié par 10. Et fin 1917 par 20. Donc on arrive à des sommes astronomiques que personne ne pouvait payer. Hein. Alors, les premières contributions de guerre, toutes les communes arrivent à les payer. Crécy, ils les ont payés. Avec bien du mal, parce que les riches se faisaient un peu tirer l'oreille. Mais ils arrivaient à les payer, mais après, il n'y avait plus d'argent. Donc les Allemands se fâchaient, parce qu'ils savaient qu'il y en avait qui se cachaient. Donc on mettait les gens en prison pour les forcer à payer. Il a fallu à un moment, puisque le problème se posait dans toutes les communes, que les maires trouvent une solution à ça. Et en fait, c'est par la création de bons monétaires, encouragés par les Allemands,
que c'est réglé le problème. Donc, il y a eu des millions de bons monétaires qui ont été mis en place, remboursables à la signature de la paix. Vous en avez un exemple là avec un petit nom. Et en fait, donc, les communes, donc là vous avez la liste de toutes les communes de la 7e armée qui participaient à la création de ces bons, les communes imprimaient, quand il y a plus les contributions tombées, qu'il n'y a plus d'argent, donc on refaisait des bons monétaires. Ce qui ne servait pas à grand-chose pourtant pour les Allemands, puisque c'était remboursable qu'après la guerre, et bon, vous avez peut-être effectivement l'intention de gagner cette guerre, même sûrement, mais ça n'a pas été le cas. Donc, oui, c'est tout pour les bons monétaires. Et... Déclaration. Alors, deuxième sorte d'exaction, c'est les réquisitions. Alors, les réquisitions, c'est quelque chose d'habituel à l'armée, aux armées. Hein. L'armée française, quand elle est passée à Crécy en 1914, au début de la guerre, elle a fait des réquisitions. C'est habituel pour nourrir les chevaux et les soldats. Hein. On réquisitionne. L'armée a le droit, dans tous les pays, de réquisitionner ce dont elle a besoin quand elle est en guerre pour nourrir et ravitailler ses troupes. Il faut des paille pour dormir, enfin, des logements, tout ça est très régulier. Donc, les Allemands font la même chose. Ils sont en guerre, ils sont en territoire occupé, donc ils réquisitionnent avec des bons, de manière régulière. Donc, sur le bon, on met ce qu'on a réquisitionné, quelle quantité et la valeur. Sauf que, au fil de la guerre, les Allemands vont s'emparer de tout. Alors, là, si c'est la bonne image, vous avez un exemple de déclaration, parce que le système est simple. Les Allemands commençaient, en règle générale, par demander aux habitants de déclarer ce qu'ils avaient. Hein. Donc là, vous en avez un exemple. Bon, c'est le plus parlant que je vous expose. C'est à la fin de la guerre. Donc on demande aux habitants de dire quasiment tout ce qu'ils ont dans leur maison. Là, tout y passe, il y a même des cuillères, des fourchettes, il y a absolument tout. Donc ça, c'est la première étape, hein, la déclaration de ce que vous avez chez vous. Deuxième étape, réquisition. Par exemple, on va réquisitionner les matelas de crin. Donc, voilà. Si vous avez vos choses à réquisitionner, et la troisième étape, c'est la perquisition. C'est-à-dire qu'on va aller voir si effectivement vous avez bien donné ce qui était prévu. Et tout ce que vous avez caché, donc là on vous le prend sans bonne réquisition, puisque vous l'aviez caché, et en plus vous avez une amende et une peine de prison. Alors il y avait 2 prisons à Crécy-sur-Serre, une dans les sous-sols de la Poste et une dans les sous-sols de la gendarmerie, et il y avait du monde dans la prison. Donc, un système en 3 paliers. À la fin de la guerre, il ne restera plus rien. Hein. Même pas le minimum nécessaire. Hein. On aura tout piqué. Je vous ai donné l'exemple des matelas. Les Allemands avaient des problèmes pour leur industrie textile, hein, avec le blocus. Donc, ils ont réquisitionné la laine des matelas, les matelas de train, tous les métaux non ferreux. Du début de la guerre à la fin de la guerre, ça a été la course aux métaux non ferreux. Hein, les orgues, les cloches, les robinets, les boutons de porte, les poids, et ils vous échangeaient réquisition de poids en cuivre, on vous donnait des poids en fer à la place, des boutons de porte en cuivre, des boutons de porte en fer. Il y avait beaucoup encore dans nos maisons des cuisinières sans tringle que nos grands-parents avaient gardées, hein, dans le fourni à l'arrière de la maison, des cuisinières sans tringle. C'est parce que c'est des tringles en métal non ferreux, donc les tringles avaient été enlevés par les Allemands. Voilà pour les réquisitions. Une mesure vexatoire qui est assez étonnante, donc je fais un arrêt sur image là-dessus, avec une belle panoplie d'officiers, avec la plupart une belle moustache à la Guillaume II, donc c'est une photo prise à Crécy-sur-Serre.
La commandanture obligeait, dans toutes les communes, les habitants à saluer les Allemands. Alors, comme vous le verrez sur beaucoup de photos, les hommes avaient à l'époque toujours une casquette ou un chapeau sur la tête. Alors, Susanbeck nous parle de ça, nous dit, bah, le curé, il sort son chapeau maintenant, donc ça lui évite de soulever son chapeau, et elle nous raconte tous les subterfuges qu'employaient les habitants pour ne pas saluer les Allemands. Hein. Le garde apparateur, d'un seul coup, il s'avachit sur la balustrade du pont pour regarder passer les poissons, parce qu'il y a un Allemand qui arrive, on se réfugie chez les autres, enfin bref. Et cette mesure vexatoire, pendant toute l'occupation, elle va être répétée. Ce qui est un signe du fait d'une certaine résistance de la population, hein, qui pouvait difficilement se manifester, et qui se manifestait un peu dans tous les endroits de la zone occupée, parce que ces moyens trouvés pour ne pas saluer les Allemands. Autrement, si vous étiez pris en train de ne pas saluer, toujours la même chose, hein, une amende et la prison. Le ravitaillement. Alors, le ravitaillement, c'est la grosse préoccupation des gens occupés. Alors, dès le début de la guerre, dès le mois de novembre, Suzanne Beck nous dit que les pommes de terre entrent tout et longtemps. Elle n'était pas trop habituée à manger des pommes de terre autant, et donc elle en fait la remarque. Au mois de janvier, elle nous dit que la farine de pommes de terre commence à entrer dans la confection du pain. Au mois de mars ou d'avril, c'est pas l'importance, le pain est rationné. Le pain commence à être rationné. Au début de l'année 1915, elle commence à faire des confitures avec des betteraves à sucre. Parce que les betteraves à sucre n'avaient pas été ramassées, la campagne sucrière n'avait pas eu lieu. Donc les habitants pouvaient se fournir en betteraves à sucre assez facilement. Donc ils faisaient des confitures de betteraves à sucre. Donc elle nous donne la recette des confitures de betteraves à sucre. Donc il y a eu, au début de 1915, de gros problèmes d'alimentation, surtout en ville. Hein. La campagne, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, il y avait des moyens de s'en tirer plus facilement. Donc le maire de Laon, par exemple, est parti en Suisse pour essayer de régler le problème. Hein. Mais bon, c'est pas lui qui a eu la bonne idée, celui qui a eu la bonne idée, c'est le maire de Lille qui s'est rapproché de la Commission for Relief in Belgium, donc qui nourrissait, c'était une commission américaine qui se chargeait du ravitaillement des Belges, hein, donc par bateau. Et donc c'est le maire de Lille qui va réussir à faire signer pour l'ensemble des pays occupés en France une convention avec la Commission for Relief in Belgium pour ramener du ravitaillement dans les pays occupés. À Crécy, c'est arrivé au mois de juin. À partir du mois de juin, les gens vont être ravitaillés par ce biais-là. Le traité a été signé en avril et c'est arrivé en juin. Donc c'était assez raisonnable parce qu'il fallait mettre en place un système de distribution qui était assez complexe. Suzanne Beck nous donne en octobre tous ces menus. Alors je ne les ai pas mis tous, je les ai mis les 4 premiers jours pour que ce soit plus lisible, mais bon, c'est répétitif. Et puis, c'est pas engageant. On a parfois l'impression, quand on lit ces carnets, qu'elle nous invite à sa table, hein, tellement c'est prenant. Mais bon, on n'a pas trop envie d'y être. Hein, alors, le chauffage. Oui, c'est la photo dans la cuisine. Excusez-moi. Chauffer le fricot. Alors, oui, je fais un arrêt sur la photo. Donc, c'est une photo de Suzanne Beck et de Jean Beck dans leur cuisine avec le poêle flamand. Donc, pour ceux qui ont lu, vous voyez de quoi il s'agit. Pour ceux qui liront, vous verrez. Donc, cette course au poêle flamand, c'est un poêle qui chauffe mieux parce que il y a le foyer qui est ouvert sur l'avant. Hein, donc, elle cherchait un poêle flamand. Donc, il y a le poêle flamand avec le fricot sur le dessus.
avec une mise en scène, hein, ils sont mis en habit du dimanche pour la photo, ce qui sera le cas d'ailleurs pour d'autres photos tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure. Et avec la mise en scène, donc en habit du dimanche, Suzanne Beck a sous le coude la Gazette des Ardennes et Jean Beck le Kölnische Zeitung, donc un journal allemand. Donc derrière il y a le piano, il y a les photos de famille, enfin c'est une photo qui a été mise en scène. C'est le photographe allemand qui l'a prise. Oui, alors donc il n'y avait pas que la nourriture qui posait problème, il y avait aussi le chauffage et le faire la cuisine. Alors toutes les familles au début du XXe siècle étaient équipées en cuisinières. Hein. Alors les nouvelles cuisinières, mais qui venaient de la fin du siècle d'avant, donc des cuisinières avec des petits pots, hein, des petits pots grands comme une casserole, donc, qui étaient prévus pour mettre du charbon, et il n'y avait plus de charbon. Hein. Dès le début de la guerre, elle ne trouve que du poussier, la poussière de charbon, et encore pas longtemps. Donc, elle est obligée de faire marcher son poêle, comme les autres, hein, au bois vert. Alors bon, pour ceux d'entre vous qui ont essayé un jour d'allumer, de faire marcher un poêle au bois vert, avec du bois sec, ça marche. Hein. Avec du bois vert, il faut trouver le bonheur et puis beaucoup souffrir. Hein. Voilà, donc ça a été son quotidien pendant 4 ans. Faire marcher son poêle au bois vert, bois qu'il fallait trouver. Donc elle a été ravitaillée 4 fois en bois, 1 ou 2 mètres cubes pendant toute la guerre. Et son fils est allé 4 fois au bois, c'est-à-dire 4 fois il est allé chercher du bois à droite à gauche pour en ramener à la maison. Donc des difficultés pour se chauffer. Paradoxalement, c'est à la fin de la guerre qu'elle a eu du charbon. Parce que tout à fait à la fin de la guerre, donc quand les Allemands se sont repliés, donc il y avait énormément d'Allemands dans les maisons de Crécy et des environs, et ils amenaient leur charbon. Donc les gens avaient du charbon. Il n'y avait pas que ça qui manquait, il y avait les vêtements aussi. Parce qu'il n'y avait plus rien dans les boutiques, hein, donc ils avaient froid. Et les premiers vêtements manqués, c'était les chaussures. Alors, dès la fin de 1915, dès la fin de 1915, ils font des chaussons en semelle de ficelle et fourrés avec des peaux de lapin. Et au début de l'année 1917, ils se précipitent sur les sabots glacés, distribués par la Commission for Relief in Belgium, qui a distribué quelques vêtements. Il n'y a pas eu que du ravitaillement. Donc, des difficultés pour le vêtement. Alors, raconte aussi un moment l'anecdote pour son gamin, c'est un grand garçon, qui allait travailler, son pantalon était usé, trouvé de partout, et il n'y en avait pas d'autre. Donc, elle lui coupe le bas du pantalon pour faire des rustines, pour mettre au fond, elle dit au genou. Donc, elle a dit, elle a fait comme commentaire, c'est affreux. On imagine. Alors, les vêtements et aussi la lumière. Il y a les bougies et le benzol pour mettre dans les lampes, les différentes lampes qu'on pouvait avoir avec lampes, avaient disparu. Donc il fallait s'éclairer. Et en plus, ils étaient confinés chez eux dès la tombée de la nuit, ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc en fait, ils avaient trouvé l'astuce de faire fondre de la graisse animale dans un récipient et de mettre une mèche. Et elle dit que ça suffisait pour lire un petit peu. Il faudra qu'ils attendent la fin de 1915 pour avoir du carburant, qui a été le matériau pour s'éclairer pendant l'occupation. Sur la fin de la guerre, ils ont même volé le courant aux Allemands, qui eux-mêmes le volaient à l'usine qui avait à côté. Donc ils avaient piraté une lampe dans la cuisine sur le réseau des Allemands. Alors le travail forcé. Il était évident que dans un village comme Crécy, agricole par essence, il y avait beaucoup de culture et que les Allemands voulaient que ça rapporte. Donc il fallait faire travailler les gens, donc le travail était obligatoire. Donc dès le début de la guerre, les hommes ont été forcés à travailler, enfin ceux qui restaient, c'est-à-dire les plus âgés et les plus jeunes. Et dans le courant de l'année 1916, les femmes ont commencé, au milieu de 1916, les femmes sont rentrées dans la danse, sont allées au boulot à partir de cette époque-là. Et les Allemands se sont rendus compte que
les Français n'allaient pas au travail, par exemple Jean Bec, il n'était jamais allé, donc ils ont fait la chasse aux récalcitrants. Donc à partir de la moitié 1916, tous les hommes, y compris Jean Bec, ont été travaillés. Alors, ça présentait l'avantage d'avoir un petit peu de revenus, hein, parce que Suzanne Bec, elle avait plus d'argent. Au mois de décembre, décembre 1914, elle a échangé sa dernière pièce de 20 francs. Donc, au mois de janvier, elle n'avait plus d'argent. Donc, il a fallu qu'elle attende mi-1916 pour avoir des bons qui servaient à payer les ouvriers. Ils étaient peu payés, mais ils étaient payés quand même. Donc, ça leur servait comme monnaie d'échange pour acheter de l'alimentation. Alors, les gens qui refusaient d'aller travailler, ils étaient punis, envoyés en colonne, hein, pour travailler sur les routes, hein, des colonnes de travailleurs. Autre mode de travail qui a été utilisé, y compris à Crécy, donc par exemple Jean Bec qui est allé en 1917, pendant un mois, il a été travailler à Fourdrin avec 50 autres jeunes de Crécy. En fait, ils étaient à Fourdrin, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient du tout. Hein. Ils faisaient du travail de déboisement. Hein. En fait, pour ceux qui connaissent le coin, à Fourdrin, ils travaillaient évidemment pour la mise en place des canons qui allaient tirer sur Paris. Hein. Donc, c'est un autre point important de l'occupation, c'est le talent qu'ont eu les Allemands pour tenir au secret tout ce qu'ils faisaient. C'est absolument incroyable. À côté de Crécy-sur-Serre, sur la Houdie-Stelou, il y a un village qui s'appelle Chalandry. Il y a 100 locaux à Chalandry. Ils y sont toujours aujourd'hui, hein, puisqu'après la guerre, on a essayé de les faire sauter, et il y a eu un blessé très grave à l'occasion d'une de ces choses, et après on les a laissés. Ils sont presque tous enterrés, certains dans les cours des gens de Chalandry. Donc, 100 locaux, ça ne se construit pas comme ça, en douce la nuit, avec un seau et une truelle. Hein. Et en fait, Suzanne Bec nous parle des travaux qui se font, mais pas dans le détail, elle ne sait pas ce qui se passe. Et la méthode allemande pour éviter que tout ça se sache, c'était d'envoyer les gens travailler ailleurs de leur lieu d'habitation. Donc c'était des gens d'ailleurs qui venaient travailler à Crécy, de manière à pas faciliter la communication. Alors, ils ont employé la main-d'œuvre locale, mais ils ont aussi fait venir de la main-d'œuvre. Alors, Suzanne Bec nous parle de toutes ces main-d'œuvre qui sont passées par là. Donc, les premiers dont elle nous parle, c'est les prisonniers russes. Après, il y aura les prisonniers italiens à la fin de la guerre, mais c'est les prisonniers russes qu'on trouve chez tous les garistes. Hein. Ils ont été particulièrement maltraités. Ils travaillaient principalement sur les voies ferrées, enfin, pas tellement aux travaux agricoles, plutôt à des travaux de fortification de front ou sur les voies ferrées. À la Pâques 1916, il y a un événement important, c'est l'évacuation d'une vingtaine de mille, 25-26 000 jeunes de l'île, célibataires ou non célibataires, pour venir travailler dans les champs, dans l'Aisne, dans les Ardennes et dans la Marne. Donc, Suzanne Bec nous en parle 15 jours avant qu'ils arrivent. Et, il va arriver des gens pour venir travailler 15 jours avant de commencer à en parler. À la fin, elle sait même que c'est des gens qui vont venir du nord de l'île. À Lille, ils seront la veille. C'est-à-dire que la veille de partir, il y aura une affiche de Crédé, du Roubaix Tourcoing, pour dire qu'effectivement, il y a 26 000 personnes, enfin, c'était pas écrit sur l'affiche, mais il y a des personnes qui vont être envoyées en territoire occupé. La France va réagir, mais elle va réagir vers le mois d'août, je ne me rappelle plus exactement de la date, en fait, les Allemands vont faire retourner les Lillois et les Lilloises dans leur maison au mois d'octobre, vers le mois d'octobre 1916. Et ils auront eu l'occasion de faire toute la campagne de moisson et travaux des champs de cette année 1916. Alors après, une fois que les Lillois sont repartis, ce sont des Belges qui sont venus.
Alors, les Belges qui sont venus, c'était des Belges de la région de Gand. Alors pour une raison bien simple, c'est que la Belgique, contrairement à la France, avait un gouvernement, avec un gouverneur. Donc la Belgique a été moins pillée que la France, beaucoup moins même, hein, puisque en fait c'était administré comme un pays occupé, mais comme on a été administré en 1940. Sauf qu'en Belgique, il y avait aussi une zone le long du front, en Flandre, qui était gérée par l'état-major, comme en France. Donc, il y a, Suzanne Beck nous parle de 3000, je crois, 3000 Belges qui sont venus travailler dans notre région. Et ils ont été eux aussi particulièrement maltraités. Au cimetière de Marle, il y a un monument aux 200 et des Belges qui sont morts sur notre territoire. Voilà. Et puis, elle nous parle aussi de quelque chose qui est connu, mais pas très connu. C'est donc les civils allemands qui sont venus à la fin de la guerre en travail forcé en zone occupée. Donc, l'Allemagne était sujet à des mouvements d'humeur de la population féminine en particulier. Mais les Allemands, pour étouffer ces mouvements populaires, ont pris des mesures administratives sur les hommes qui étaient les plus meneurs, et donc on fait des colonnes de civils allemands pour venir travailler sur le front français. C'est un phénomène qui n'est pas très connu, dont nous parle Suzanne Beck. Alors, les soins pendant cette période, c'est assez original aussi. Alors, il y avait 2 médecins à Crécy-sur-Serre, sauf qu'au moment où Mesdames arrivent, il en reste 0. Il y en a un qui a été mobilisé, et l'autre qui est parti se réfugier à Paris. Donc il n'y a plus de médecins. Les soins sont donnés par les sœurs de charité qui travaillent à l'Hôtel Dieu, et par une institutrice, mademoiselle Maria, dont elle nous parle beaucoup, qui s'est trouvée pendant l'exode de certains Lillois, prisonnière à Crécy-sur-Serre au début de la guerre, après la bataille de Guise. Donc elle est restée pendant toute la guerre à Crécy, et elle a mis ses connaissances d'infirmière au service de la population. C'était habituel. Les instituteurs, on leur apprenait le secrétariat de mairie, l'arpentage, et les institutrices, on leur apprenait les professions aux blessés. Puis d'autres choses. Mais voilà, donc c'était et puis le pharmacien du village, qui avait évidemment des notions de premiers soins qui étaient là. Dès l'installation d'une commandanture à Crécy, donc en juillet 1915, il y a, à partir du moment où cette commandanture est installée, il y a toujours un médecin à Crécy. Un médecin allemand. Alors pourquoi? Pas en premier chef pour soigner la population française, mais pour accorder les permissions de ne pas aller travailler. Alors pour obtenir une permission de ne pas aller travailler, il faut être au lit et pas pouvoir se lever. Alors ça, elle nous en parle à de multiples reprises. Elle nous donne des exemples de gosses, même, qui sont cloués au lit, qui ont mal partout, qui n'arrivent pas à aller travailler, et qu'on force à aller travailler quand même. Et comme ils n'y vont pas, ils finissent en prison. Voilà. Alors, parce que, oui, j'ai oublié de le dire, et c'est important quand même, je reviens pour les travailleurs. Donc, les femmes ont commencé à travailler en mi-1916, et les enfants des écoles, qui étaient obligés d'aller à l'école, les Allemands obligeaient les enfants d'aller à l'école, sauf que les écoles étaient continuellement occupées par la troupe. Donc moi j'ai fait le calcul, à Crécy, en gros, il y a eu une année scolaire sur tout l'ensemble de la guerre d'exécuter. Il y avait l'institutrice et un instituteur qui avait été évacué. Ils ont travaillé l'équivalent d'une année scolaire. Le reste du temps, les institutrices amenaient les enfants dans les champs pour faire du désherbage, mais la plupart du temps, c'était la troupe qui emmenait les enfants travailler dans les champs et qui les menait comme les hommes, hein, ils en parlent très très souvent, et qui allaient eux aussi en prison.
à partir de 8 ans. Prenez les enfants à partir de 8 ans. Alors, autre intérêt des carnets de Suzanne Beck, et ça c'est sa position d'étrangère, je pense, qui lui a fait observer particulièrement ces choses-là de manière assez lucide, c'est la collaboration. Alors, c'est un phénomène peu connu, mais il est connu. Le pire, le plus commun de ces aspects de la collaboration, ça a été les dénonciations. Alors les dénonciations reposent sur des vieilles querelles de voisinage. C'est toujours des choses assez mesquines. Hein. On n'aime pas un tel, on sait qu'il a caché du pinard, on envoie une lettre à la commandanture. Le voisin, il vient de vous faire un mauvais coup, il n'a pas fourni son robinet en cuivre, on écrit à la commandanture. La plupart du temps, c'est une vague querelle de voisinage, sauf que ça fait le bonheur des Allemands, qui malgré tout en parlent en mal. C'est-à-dire qu'elle nous rapporte aussi les propos des Allemands qui disent mais c'est quoi cette population de Français qui n'arrêtent pas de se dénoncer les uns les autres. Donc ça paraît avoir une ampleur assez importante, au point que l'ambiance à Crécy, on parle de l'ambiance à Crécy, je pense que ça devrait être un peu partout pareil quand même, est insupportable. C'est-à-dire que tout le monde soupçonne tout le monde. Les Allemands ont réussi à trouver du pinard dans la cave du maire. Donc, qui c'est qui a été dénoncé? C'était Muret depuis le début de la guerre. Il n'y avait pas moyen de le trouver. Voilà, donc on soupçonne un tel, on soupçonne un tel. Elle nous donne les noms des gens qui sont soupçonnés. Donc la plupart du temps, c'est pas vrai. Donc, comment dire, à un moment, elle parle d'un commerçant de Crécy qui est soupçonné d'avoir fait des dénonciations, et peu de temps après, elle l'emploie pour faire installer son poêle chez elle. Il n'y a pas de... C'est des choses en l'air. Pas toutes. Hein, pas toutes. Elle parle à un moment d'un commerçant de Crécy dont elle dit beaucoup de mal, le traite de tous les noms, de voleurs, de brigands, de non à rien, enfin de tous les noms possibles. Et en fait, en creusant un peu, on s'aperçoit qu'après la guerre, il a été condamné à 3 ans de prison pour intelligence avec l'ennemi, pour avoir dénoncé des gens chez qui il y avait des choses à piller. Donc, c'était pas un jugement infondé. Alors, autre aspect de la collaboration qu'on trouve dans ces carnets de manière plus importante, mais aussi parce qu'il y a eu des phénomènes de collaboration qui ont, après la guerre, été étudiés par les tribunaux donc, dans la vallée de la Serre. Hein. Donc un des premiers jugements de conseil de guerre à Paris après la guerre, en 1919, a été pour les rédacteurs de la Gazette des Ardennes, les collaborateurs de la Gazette des Ardennes et les collaborateurs de la vallée de la Serre. Donc ça s'appelle comme ça parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc elle nous rapporte tout ce qui s'est passé dans la vallée de la Serre. Ce qu'elle ne nous rapporte pas, c'est uniquement quand elle n'a pas écrit. C'est-à-dire qu'elle a été malade de janvier 1918 à avril, et après elle a arrêté d'écrire à cause des écrits qu'on avait retrouvés chez le curé qui était parti en prison. Donc elle est restée 5 mois sans écrire, et pendant ces 5 mois-là, il y a eu 2 faits importants dans la région dont elle ne parle pas. C'est les 2 jeunes hommes de Montsoleilleux qui ont été fusillés pour avoir regardé les bois où se trouvait la grosse Bertha, dont un fusillé le jour de son anniversaire, donc c'est Adam et Bouillet. Et elle ne nous parle pas non plus des affaires d'Assy-sur-Serre qui ont trouvé leur finale en juin 1918 avec les Allemands qui fusillent le maire d'Assy-sur-Serre. Alors, c'est pas une victime des Allemands, en fait. Le maire d'Assy-sur-Serre avait dénoncé faussement un de ses habitants pour un fait que lui-même avait commis,
Donc cet habitant a été condamné à mort, M. Bauger a été condamné à mort. Avant que la peine soit exécutée, son épouse a fait des pieds et des mains, parce qu'elle savait que c'était pas lui. Elle savait que c'était lui, elle a fait des pieds et des mains auprès de l'administration allemande pour qu'il y ait un nouveau jugement. Il y a eu un nouveau jugement. Les Allemands se sont rendus compte que le maire avait non seulement dénoncé un de ses concitoyens, mais aussi que c'était lui qui était fautif de ce qui avait été dénoncé, et donc ils l'ont fusillé. Ça, elle n'en parle pas. Il a été jugé pendant la même. Autrement, il nous parle de tout le reste. Alors, la deuxième forme de collaboration, c'était les dénonciations qui rapportaient de l'argent. Alors, les dénonciations qui rapportent de l'argent, la plus célèbre, dont on nous parle par ici, c'est celle de Henri Cour-le-Sart. Donc en Henri-Cour-le-Sart, il y avait deux turcos, c'est-à-dire deux tirailleurs sénégalais qui venaient du Maghreb, on appelait les turcos, parce qu'ils étaient pas noirs, et qui étaient cachés par une habitante, Madame 1, dans ce village. Ils ont été dénoncés par Georges Rezel, donc un habitant d'Assy-sur-Serre, et Alice Aubert, donc, qui était l'ami de Georges Rezel, qui était auparavant à Chauny, qui habitait à Chauny, où son mari travaillait chez un notaire, et son mari avait été mobilisé. Donc elle était la petite amie de Georges Rezel, mais aussi la petite amie de beaucoup d'officiers allemands. Donc pour 300 marques, ils ont dénoncé aux Allemands la présence de ces deux turcos dans ce village, et les turcos ont été fusillés, mais aussi, comme c'était marqué, comme c'était prévu dans la fiche allemande de novembre 1915, ils ont fusillé le maire, le garde champêtre et l'adjoint. M. Fricoteau, M. Derbois et donc, pour 300 ans. Alors, pour ces faits et beaucoup d'autres, ils ont été jugés en conseil de guerre après la guerre. Alice Aubert a été fusillée en 1920, parce qu'elle a été coupable de beaucoup de choses. Georges Rezel y a échappé parce qu'on a considéré qu'il vivait un peu sous la coupe d'Alice Aubert. Donc il a été condamné à travaux forcés à perpétuité. Et il est mort en 1938 en Guyane. Alors, les dernières formes de collaboration, c'est la collaboration des filles et des femmes dont nous parle beaucoup Suzanne Beck. Alors, Suzanne Beck est très pudibonde, c'est une protestante, puis elle est très, très pudibonde. Donc elle ne supporte pas les filles et les femmes qui fricotent avec les Allemands. Elle ne supporte pas au point qu'elle écrit qu'il faudrait les marquer définitivement au visage, que c'est honteux. Alors, les collaborateurs, elle les traite pas mieux. Par exemple, Rosel, elle dit qu'il faut le tuer avant qu'il en fasse d'autres, il faut le jeter à l'eau, et tous les collaborateurs, pour elle, il faut les tuer. Il n'y a pas pire crime pour elle que la collaboration. Alors, effectivement, elle est très patriote, ça c'est vrai, c'est une républicaine, un peu elle penche plutôt du côté radical, donc elle est très, très, très républicaine. Ne supporte pas d'entendre les Cressois critiquer le gouvernement français ou les échecs de l'armée française. Elle supporte encore moins d'entendre les Cressois louer la tenue de l'armée allemande, l'efficacité de l'armée allemande. On parle assez souvent que certains Cressois louaient dans le fait que quand ils perquisitionnaient dans une maison, ils arrivaient à trouver tout. Ils étaient géniaux, les Allemands, au niveau. Voilà, donc elle ne supporte pas tout ça. Et donc les dames et les filles qui sortaient avec les Allemands, elle les portait. Oui, alors, elle nous parle, elle entre en guerre aussi, après la bataille du chemin des dames. Le front s'est rapproché, les Français ont pris les crêtes.
le fort de la Malmaison. Donc la ville de Laon est régulièrement bombardée, elle nous en parle, parce qu'il y a des hameaux qui circulent et parce que ça, elle le sait, donc elle en parle. Mais la région de Crécy est aussi passablement bombardée à partir de cette époque-là. Il n'y a pas grand-chose à bombarder, mais il y a un dépôt de munitions à Chéry-les-Pouilly, il y a la gare de Pouilly, où il y a des cantonnements allemands, il y a un champ d'aviation à Pouilly-sur-Serre, à une ferme qui est à l'écart de Crécy, la ferme Saint-Jacques, il y a aussi un dépôt de munitions et d'alimentation. Et puis il y a au moulin, donc qui est aussi de l'autre côté de la Serme, qui se rapproche du village. Là, il y a des cantonnements d'officiers et il y a de la place, une grande place pour les fêtes de Crécy, et donc de la place pour faire stationner les véhicules des convois. Donc les Français viennent bombarder tout ça, et il y a, lors du premier bombardement, une victime à Crécy, Madame Prudhomme, qui meurt dans sa maison. Donc la guerre se rapproche, et elle nous parle de la guerre, puisque Crécy est bombardée. Ben, elle en parle avec philosophie, même avec humour. Ben, elle nous dit à un moment, moi, à un moment, j'ai pensé à descendre pour fermer les fenêtres, pour ouvrir les fenêtres du bureau, parce que pendant les bombardements, les gens ouvraient les fenêtres pour pas que les carreaux cassent. Donc, mais tout compte fait, il faisait trop froid, donc je suis resté dans mon lit. Hein. Mais tant qu'à faire de mourir, autant mourir dans son lit. Voilà, elle nous dit ça. L'année d'après, elle se trouve à Marle, donc elle a été évacuée à Marle, et là, ça bombarde de partout. La première réflexion qu'elle fait, c'est la même. Oh, ben, quand même, ça sera un peu vexant d'être tué en traversant la cour. Hein. C'est l'humour de Suzanne Beck. Ça serait vexant d'être tué. Et pour finir, l'expérience jouant, dans les jours qui suivent, sa maison est bombardée, sa propre maison. Donc là, elle se retrouve allongée dans le verre cassé. Elle a l'impression que la maison va s'écrouler sur elle. Donc le lendemain, hein, elle change de discours, c'est très, très rationnel. Hein. Elle change de discours, elle dit oula, premier avion qui arrive, je vais à la cave. Parfois, elle Ah oui. Et les Boches dans tout ça. Alors les Boches, parce que elles nous, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le commentaire d'un bon livre sur l'occupation, Suzanne Beck emploie très souvent le mot Boche. Elle l'emploie 89 fois, ce qui est pas mal. Et elle l'emploie indifféremment également. C'est-à-dire qu'en règle générale, on ne voit pas de raison particulière pour laquelle elle a écrit le mot Boche à la place d'allemand. Sauf quelques exceptions, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand elle dit sale Boche, parce que bon, là, bon, c'est un peu. Ça sort du cœur, hein, sale Boche. Et puis aussi, elle emploie une fois le mot femme à gauche, justement. Donc là, c'est très. C'est pour en rajouter sur la dénonciation de ce genre de comportement. Petit Boche, pour les enfants qu'elles peuvent produire. Et elle parle une fois des Boches du Nord. Alors, ça, c'est une expression qui est rapportée. Donc, elle nous en parle en disant Monsieur Cavalier, le pharmacien, nous a dit qu'on nous appelait en France les Boches du Nord. Hein. C'est une appellation courante, hein, qu'on trouve souvent dans les journaux français pour désigner les gens des pays occupés, et ça lié au fait que, effectivement, les Français ne se rendaient pas vraiment compte que le travail était obligatoire. Et que s'ils n'y allaient pas, eh ben, ils étaient punis à des travaux forcés bien plus importants. Alors, ça va tellement vite que j'ai l'impression de oublier quelque chose. Bon. Vous avez des questions sur les choses que j'ai pu oublier. Alors, oui, un épilogue. Je vais commencer par le pharmacien Cavalier, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que je n'ai pas vu
la page sur les fusillades. En fait, elle nous rapporte les Allemands affichés à chaque fois qu'il y avait une fusillade dans le coin. Quand le maire du cours de s'arrêtait de fusiller, il y avait une affiche à chaque fois. Chaque fois, il y avait une affiche. Donc elle nous les rapporte toutes, sauf celles qu'elle n'écrivait pas. Et monsieur Cavalier, donc, qui était le pharmacien, qui soignait les gens de tel Dieu, après la bataille de Guise, quand les Français ont emporté en ambulance tous les soldats blessés, ils lui en ont laissé un qui était plus gravement blessé les uns que les autres, qui s'appelait Léopold Nadeau. Donc il a soigné ce soldat, qui a guéri, et au début de l'année 1915, quand il a fallu, pour avoir du pain, avoir une fiche de rationnement, avec le secrétaire de mairie de Crécy-sur-Serre, il lui a donné une fausse identité au nom d'un de ses neveux. Donc il s'appelait Cavalier, je ne sais comment, Léopold Cavalier. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où il a été dénoncé par Rosel et Aubert. Donc, et condamné à mort. Donc il a été condamné à mort, et pour une raison assez inexplicable, gracié. Et tout aussi inexplicable, on se demande, et Suzanne Beck se demande, pourquoi le maire n'a pas été inquiété. Donc le pharmacien, Léopold Nadeau est parti d'un camp prisonnier normal en Allemagne. Monsieur Cavalier est parti en prison à Siegburg. Donc c'est la prison à côté de Cologne, entre Borne et Cologne, où est morte Louise de Bettigny, où a été exécuté Gabrielle Petit, donc c'est l'héroïne de la Belgique. Donc c'est une prison sinistre qui existe toujours, elle est toujours opérationnelle à l'heure actuelle. Voilà. Et je suis revenu sur M. Cavalier, parce que c'est quelqu'un que Suzanne Beck n'aime pas trop. Elle n'en dit pas toujours du bien, mais il avait 7 ou 8 enfants, et dont des enfants de l'âge de Jean, et des enfants qui avaient été à la même école, donc ils parlaient aussi allemand. Et ces enfants ont fait beaucoup de résistance auprès des Allemands. Ils ont donc été beaucoup en prison, et il y a 2 de ces enfants qui sont morts après la guerre des suites des mauvais traitements qu'ils avaient eus. Alors lui, il a été aussi un peu maltraité, monsieur Cavalier. Et en fait, à son retour, il a été récompensé de ce qu'il avait fait par différentes médailles, dont la Légion d'honneur, qui a été décernée aussi à Mademoiselle Maria, l'institutrice qui a soigné des Cressois pendant toute la guerre à l'Hôtel-Dieu. Donc il a eu la Légion d'honneur, et il est devenu conseiller général du canton. Alors c'était un monsieur, donc il y a une notice dans lui, c'est un monsieur très important, parce que il avait fondé une association des parents de familles nombreuses avant la guerre, donc il est très investi dans les familles nombreuses, et il y en avait 2 nombreuses à Crécy. Et donc il était investi dans ce domaine-là. Il était investi aussi dans le domaine bancaire, c'était un fondateur de la Caisse de Crédit Agricole du Nord-Est, et c'est le père de l'UCEDA. Vous connaissez tous, c'est le réseau de distribution d'électricité dans les campagnes de l'Aisne. Donc c'était lui le premier président du syndicat d'électrification du Nord, qui a été créé à son initiative. Voilà, quelqu'un de très important. Autrement, la famille Beck, après la guerre, donc Suzanne a récupéré son fils Jean, parce qu'il a été emporté par les Allemands, quand ils ont été à Marle. Tout à fait à la fin de la guerre, ils l'ont embarqué pour aller à Vervins et peut-être du côté d'Hirson. Mais le 11 novembre, il était rentré. Et le 11 novembre, Suzanne Beck a été d'écrire. Je reviens donc sur les raisons de son écriture. C'était pour enlever de la pression
sur des choses qu'elle supportait très mal. Et en fait, dès le jour où elle récupère son fils, il me vérifie, elle arrête d'écrire. Plus un mot. Donc, elle n'est pas restée à Crécy-sur-Serre. Hein. Elle est rentrée à Paris retrouver sa fille. Sa mère est morte pendant la durée de l'occupation. Et donc, elle est morte en 1962. Elle a vécu toute sa vie à Paris. Et elle est morte dans une maison de retraite de La Haye-les-Roses. Et son fils l'a accompagné, son fils Jean, qui s'était marié mais qui n'a pas eu d'enfant, l'a accompagné toute sa vieillesse à Paris. Il est revenu vivre avec sa mère quand il a pris sa retraite. En fait, elle n'a eu comme petits-enfants que des enfants de Raymond, donc le plus petit, donc, qui a eu 4 enfants. Et le travail d'identification des personnages, le prêt des photos, donc, a été fait avec Jean-Louis Beck, donc, qui est son petit-fils, et Nicolas Engelbach, qui est le neveu de Jean-Louis Beck, avec qui j'ai travaillé. Voilà. Je n'ai pas tout dit, mais je vous en ai dit suffisamment. Maintenant, on répond à des questions. Portail ferme. Oui, j'ai oublié de dire, son mari, donc, il est mort en septembre 1914. Elle l'a appris le 1er octobre. En fait, il y avait un panneau où il y avait les lettres qu'elle a reçues. Ça, vous avez dû voir. Je crois qu'elle a reçu 5 ou 6 lettres. Alors, elle en a peut-être reçu une ou deux de plus, puisqu'elle est restée intimement écrite. Donc, voilà. Lister toutes ces lettres, et vous montrer que le peu de courrier qu'elle avait reçu. Et en plus, la plupart du temps, c'est 20 mots. Hein. C'était 20 mots écrits au crayon papier sur les cartes de Croix-Rouge. Donc son mari est mort à l'hôpital Cochin tout au début de la guerre. Merci beaucoup. Vous n'avez pas... Oui, oui. Très bien, vous vous débrouillez, vous faites ça très bien, puis en note, tout ça, c'est parfait.